Nous considérions, et je pense que c'était vrai, que nous étions face à une tentative visant à faire du Congo une réserve de matières premières pour les États-Unis et l'Occident. N'oublions pas que la première bombe atomique a été fabriquée à partir d'uranium provenant du Congo. Il n'y avait à l'époque dans le monde que 2 pays producteurs de cobalt, l'Union soviétique et le Congo. Le cobalt est extrêmement important pour les moteurs à réaction et aussi pour la haute technologie. Nous ne pouvions pas nous fournir auprès de l'Union soviétique car c'était un produit stratégique. Le Congo était donc l'unique source. Je sentais bien que Washington commençait à se demander où allons-nous obtenir notre cobalt si les soviétiques prennent le contrôle du Congo. Les États-Unis s'inquiétaient de l'appui soviétique à Lumumba. Le président Eisenhower a alors dit « Nous devrions envoyer l'OTAN pour maintenir les soviétiques dehors ». Mais finalement, le sang-froid l'a emporté. Et on a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer les casques bleus au Congo. Le président Eisenhower a jeté les bases d'une politique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il disait « S'il y a des problèmes en Afrique, nous ne devons pas envoyer des troupes là-bas, et les Européens non plus. C'est l'ONU qui doit mener ces opérations. » Lumumba croit que l'arrivée des casques bleus de l'ONU l'aidera à ramener la stabilité. Il se trompe. La mission de l'ONU est en réalité l'élément qui va précipiter la chute de son gouvernement. On n'a pas vu un danger dans les Nations Unies, d'autant plus qu'on nous a toujours dit dans les manuels d'histoire politique, l'ONU, ça prône la paix. On ne sait pas que l'ONU aussi dépend en partie des Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, puisque l'ONU a été créée à New York par les Américains. Les Américains tenaient l'ONU en main, et tout se faisait sur ordre des Américains, donc l'ONU c'était une fiction. La force de l'ONU était censée protéger l'indépendance du Congo, mais elle a empêché les troupes restées loyales à Lumumba d'agir. Cette force a outrepassé sa mission et a servi à renverser le gouvernement de Lumumba, ou du moins à le priver de toute protection. Les troupes des Nations Unies ici vont encercler la résidence du Premier ministre. Sans aucun mandat, sans aucune autorisation, il y a une crise interne, les Nations Unies s'interposent et vont mettre le Premier ministre en résidence surveillée. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. Pero no porque él confiara que el Congo Il était sûr que le Congo pouvait devenir la base d'où partiraient les colonnes qui allaient rendre son indépendance à l'Afrique, au-delà des frontières. Selon sa conception de la lutte révolutionnaire, ce que Debré a appelé le fokisme, un centre à partir duquel rayonnent des colonnes, le Tché voyait le Congo comme l'épicentre de la libération de l'Afrique, en raison de ses 9 frontières. Les réseaux de vente d'armes sont étanches, opaques et d'une complexité extrême. Pour remonter la piste des armes au Congo, les enquêteurs de Control Arms s'intéressent plutôt aux avions. Ainsi, en 2004, ont-ils réussi à identifier une livraison de 150 tonnes d'armes à l'aéroport de Goma. Sur cette photo prise discrètement, au moment où les caisses d'armes sont déchargées, ils parviennent à déchiffrer le numéro d'immatriculation de l'avion. Ainsi, leur fut-il possible d'accéder à sa feuille de route et retracer son parcours incroyable dans une sorte de 4e dimension planétaire. Si vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est normal. Dans cette affaire, on est tombé sur un montage vraiment bizarre avec l'appareil qui était sur la piste. L'avion a été loué par une compagnie du Kyrgyzstan qui venait juste d'être créée pour l'occasion.
Mais l'appareil lui-même avait été acheté aux forces armées libyennes. Quant à la compagnie qui avait affrété l'avion, elle était bulgare. Quelques semaines auparavant, ce même appareil avait été utilisé pour livrer secrètement des armes au Népal pour le compte des Américains. Quant à l'intermédiaire qui avait négocié les armes, c'était une entreprise israélienne que nous connaissions déjà, Verona Commodities. En d'autres termes, c'était un cas de figure typique du trafic qui consiste à rediriger secrètement des fusils sur les groupes armés. The Honorable Mr. John Bolton, Under Secretary for the Arms Control and International Security of the United States of America. Ce pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Lors des premiers textes soumis à l'Assemblée générale sur le contrôle des armes, l'ambassadeur John Bolton a refusé l'essentiel des dispositions de la communauté internationale. Excellences, honorables délégués, je suis honoré de présenter la position des États-Unis à cette conférence sur le commerce illicite des armes légères. Nous ne sommes pas en faveur des campagnes internationales développées par les organisations non gouvernementales. Nous sommes contre toute restriction du commerce légal des armes légères, ainsi que toute interdiction de possession d'armes légères par des civils, ou toute restriction du commerce des armes en direction des gouvernements. Mais qui est John Bolton ? Nommé par Bush ambassadeur à l'ONU en 2005, il a été chargé de torpiller tous les traités multilatéraux, et en particulier celui sur le commerce des armes. Nous avons retrouvé une vidéo qui a circulé sur Internet. C'était en 1994, John Bolton y exposait sa vision de l'ONU. Édifiant. Il n'y a pas de Nations Unies. Il y a une communauté internationale qui, à l'occasion, peut être dirigée par le dernier vrai pouvoir mondial, les États-Unis. Quand les États-Unis dirigent, les Nations Unies suivent. Et nous ne dirigeons que quand ça correspond à nos intérêts nationaux. Bolton a le mérite de la franchise. Et il ne cache pas son jeu. En 2007, il est même l'invité d'honneur du congrès annuel du lobby pro-armes américain, la National Rifle Association. Nous l'avons rencontré à Washington. Pourquoi est-ce que c'était si important pour les États-Unis de ne pas s'associer au reste du monde en signant ce texte ? Les États-Unis ont une constitution qui dit explicitement dans le deuxième amendement que le droit du peuple à porter une arme ne peut pas être remis en cause. Et cela ne vient pas du moment où la Constitution a été écrite, mais vraiment cela remonte à l'histoire des États-Unis. C'est un droit de posséder une arme à feu. Le droit des Américains à porter une arme sur leur territoire serait donc la principale raison de leur blocage. Mais dans un livre paru en 2007, John Bolton donne un autre argument. Il explique que les États-Unis doivent pouvoir, partout dans le monde, fournir des fusils quand ils le décident à des bandes armées. C'est une constante de la politique américaine depuis 30 ans, faire la guerre par milices interposées. Pour les besoins de la propagande, ces bandes armées sont baptisées combattants de la liberté. Quand vous armez des milices ou des combattants de la liberté, vous utilisez toujours des canaux légaux ? La décision vient toujours du gouvernement américain, que ce soit une opération secrète de nos services d'espionnage ou du ministère de la Défense. Notre problème, c'est qu'on est tellement transparent qu'il est difficile de conduire des opérations clandestines, même quand on souhaite le faire. Les États-Unis ont été condamnés par le tribunal international de l'ONU pour avoir illégalement armé un groupe d'extrême droite qui a déstabilisé le gouvernement légal du Nicaragua et tué 20 000 civils. Vous donnez l'exemple des Contras au Nicaragua, et alors que la communauté internationale les considérait non pas comme des combattants de la liberté, mais comme des terroristes.
les États-Unis ne les considéraient pas comme des terroristes. Nous avons fourni des armes aux Contras. Pour le reste du monde, c'était des terroristes. C'est le point de vue du reste du monde, mais les États-Unis prennent leurs propres décisions. Mais à la fin, qui décide qui est un combattant de la liberté ou qui est un terroriste? C'est vous, les États-Unis? Notre principe, c'est que le droit d'avoir des armes est protégé aux États-Unis. Et nous pensons que ce principe doit pouvoir être appliqué ailleurs. Si un pays en Europe décide qu'il veut interdire la possession d'armes à feu par les citoyens, c'est son droit souverain. Mais c'est notre droit souverain à nous de l'autoriser chez nous.